Alors monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition au sommaire. La coopération américaine renforce les armées sénégalaises. Un lot de 30 véhicules est mis à leur disposition. Ces moyens roulants sont destinés aux soldats qui sont dans les centres d'entraînement tactique. Du bonheur à l'hôpital de Richard Toll avec la naissance de quadruplés, 3 garçons et une fille. Les bébés et leurs mamans se portent bien. Ce fait qui est quand même inédit a montré l'efficacité du personnel médical dans la prise en charge des nouveau-nés. Des fruits et légumes cultivés en abondance à Morolan, région de Thiès, sur des hectares. Morolan, terre d'agriculture où des milliers de jeunes et de femmes gagnent leur vie dans les champs et boostent la souveraineté alimentaire. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sollicite le soutien des forces armées sénégalaises pour accélérer l'accès à l'eau aux populations à travers des forages. Cheikh Tidiane Dièye a eu une séance de travail avec le ministre des Forces armées. Ce dernier tient à rassurer que l'armée est prête pour la mise en œuvre de ce programme d'hydraulique rurale. Le compte-rendu de Moussa Mané. La rencontre se tient dans le cadre du suivi des décisions issues du Conseil interministériel sur la campagne agricole. Et parmi les décisions, il y a celle relative à la distribution des semences et intrants agricoles. Un travail qui revient désormais aux armées, d'où l'importance de mettre en place une stratégie commune en vue de la mise en œuvre. Nous sommes venus ici pour impliquer de la manière la plus forte et la plus décisive possible pour l'accompagnement de l'armée dans la distribution et la livraison des intrants agricoles. Mais ça va au-delà. L'armée, dans sa philosophie d'armée-nation, le ministère de l'Agriculture, dans sa stratégie pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, compte s'appuyer, compte collaborer avec toutes les forces de l'armée pour atteindre cet objectif-là. Un autre département ministériel qui sollicite l'expertise et le professionnalisme des forces armées sénégalaises, c'est le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Dans sa feuille de route, Cheikh Tidiane Dièye veut accélérer le rythme afin de réduire le déficit des besoins en eau dans le pays, surtout en termes de forage. L'autre défi à relever, c'est la gestion des inondations. Ayant identifié les besoins que nous avons un peu partout dans le territoire, nous sommes venus pour discuter avec l'armée, les forces armées, avec M. le ministre, pour faire en sorte que les forces armées nous apportent leur contribution et leur concours, leur appui, pour faire des forages là où c'est nécessaire et dans l'urgence, pour contribuer en équipement, pour également la préservation de certains de nos cours d'eau, etc. Mais plus aujourd'hui, puisque nous allons vers l'hivernage, nous appuyer également dans tout ce qui va porter sur les politiques ou les activités en matière de prévention des inondations. Et lorsque ces inondations surviendront, il est probable que cela sera le cas, qu'elles soient également sur place, surtout en consolidant et en bâtissant sur les actions qu'elles avaient menées les années précédentes. Les forces armées sénégalaises, ce n'est pas seulement la défense du territoire national. Elles ont toujours œuvré dans la construction du pays. Comme exemple, le génie militaire s'est distingué dans la construction de routes, de ponts, de forages. Ces dernières années, ces actions sont concentrées dans la gestion des inondations. Nous restons toujours avec les armées. La coopération américaine a la mise à la disposition des forces armées sénégalaises un lot de 30 véhicules. Ce don entre dans le cadre du programme Global Peacekeeping Operation Initiative. La cérémonie s'est tenue au centre d'entraînement tactique Capitaine Baïdiagne. Moussa Mané. Le matériel roulant offert est composé de 10 camions cargo, 15 véhicules Land Cruiser et 5 engins Hilux. Il est destiné au transport et à l'entraînement des troupes qui séjournent régulièrement dans les centres d'entraînement tactique des armées. Excellence, en mettant à la disposition des centres d'entraînement tactique un important parc de 30 véhicules, la coopération américaine démontre encore une fois de plus l'attachement particulier qu'elle a pour le Sénégal et les ambitions constantes qu'elle nourrit pour notre armée. Je voudrais donc, au nom du chef d'état-major général des armées, vous exprimer toute notre gratitude pour la cession de ces véhicules. Au-delà du matériel, les États-Unis, à travers leurs forces armées, appuient les armées sénégalaises dans la formation et le renforcement des capacités opérationnelles.
Un partenariat basé sur des valeurs communes que les deux pays partagent. Il y a deux choses qui sont à la base de ce partenariat. Il y a tout d'abord le courage, le dévouement et le bon travail des forces armées sénégalaises, les hommes et les femmes des forces armées sénégalaises, dans lesquels nous sommes honorés d'investir un peu dans leur succès. La deuxième chose, c'est les valeurs partagées. Et nous parlons beaucoup de ça, mais c'est en ce cas quelque chose d'essentiel. Les valeurs surtout de démocratie, de gouvernement représentatif, de paix et d'opportunités pour les citoyens de nos deux pays. Des valeurs de paix et de démocratie menacées dans certaines parties du monde. Pour bien les maintenir dans les OPEX, il faut de bonnes capacités opérationnelles. Aujourd'hui, les moyens qui sont acquis par le biais de la coopération avec les États-Unis d'Amérique, par le biais du programme Global Peacekeeping Operation Initiative, vient renforcer grandement la capacité d'emport du centre et par conséquent la mobilité. En somme, aujourd'hui, nous sommes en mesure de transporter d'emblée 2 compagnies. Un autre symbole de la coopération et du partenariat entre les armées américaines et sénégalaises, ce centre d'entraînement tactique baptisé Capitaine Mbaye Diagne. Il dispose d'équipements pour la formation et l'entraînement des troupes en partance pour les missions de maintien de la paix dans le monde. Ce fait inédit, voire très rare, la naissance de quadruplés, 3 garçons et une fille, qu'on vit le jour à l'hôpital de Richard Toll. L'accouchement s'est bien déroulé, les bébés et leur maman se portent bien. De la joie pour le personnel médical et la famille aussi. Abdouad. Le 8 avril 2024, une date mémorable pour Fat Bintou. Elle a mis au monde des quadruplés, 3 garçons et une fille dans cet hôpital de Richard Toll pour sa première grossesse. C'est un don du ciel. Je rends grâce à Dieu. Beaucoup de femmes n'ont pas eu la chance d'avoir un bébé. Il m'en donne 4. Donner naissance à des quadruplés, un événement très rare auquel la jeune femme ne s'attendait pas. À la première échographie, elle n'en revenait pas. Son mari non plus. Au début, ce n'était pas net. L'échographie suivante l'a bien confirmé. Mon mari ne voulait pas y croire. Parce que quand on m'a dit que c'était des quadruplés, j'en revenais pas. Je me suis dit que c'était une erreur. Après tout, ce ne sont que des machines. Mais au fil des semaines, les images étaient beaucoup plus claires, sans l'ombre d'un doute. Elle venait d'un poste de santé, précisément le poste de santé de Ndombo, qu'il a référé au niveau du centre de santé, où la première échographie a été faite. Et on l'a envoyé pour confirmation. Effectivement, à l'échographie, on a constaté que c'était une grossesse quadrimélaire. Ce cas de figure est inédit pour l'hôpital et les médecins. Fat Bintou a bénéficié d'un suivi particulier tout au long de sa grossesse. Déjà, dès que c'est une grossesse gémellaire, elle est considérée comme une grossesse pathologique. Donc il faut un suivi particulier. À plus forte raison s'il y en a 4. Mais c'est un suivi comme les autres. Sauf que peut-être le suivi est ici plus rapproché. Donc on voit plus souvent la femme, ça va nécessiter peut-être beaucoup plus d'investissement, etc. Mais sinon, c'est une grossesse comme les autres qu'on a suivi naturellement jusqu'à la fin. L'accouchement s'est fait par césarienne sans grande difficulté. Les bébés des prématurés pesaient entre 1,8 kg et 2 kg, tous en bonne santé, comme leur maman. À leur naissance, les bébés ont été admis ici, dans ce service de néonatologie. Donc on les a admis 2 jours parce qu'il y a 2 d'entre eux qui présentaient des difficultés de tétée, un problème de succion. On les a gardés ici en hospitalisation. Après 2 jours d'hospitalisation, ils se sont bien améliorés. Après, on les a mis avec leur maman. Il y a lieu aussi de remercier le ministère de la Santé qui nous a affecté 3 gynécologues, un pédiatre, ils étaient 2, l'un est parti. Et donc, un pédiatre, il reste maintenant, bien entendu, à renforcer les effectifs, mais c'est parce qu'on a eu du personnel de qualité, des équipements au niveau de la pédiatrie, ce qui nous a permis
de réaliser cela. Depuis l'annonce de la nouvelle, des bonnes volontés se manifestent pour aider les parents. Fat Bintou ne travaille pas. Son mari est journalier à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ils espèrent un appui des autorités pour une prise en charge correcte des nouveau-nés. Certes, je suis leur père, mais ils sont également des enfants du pays. Je suis journalier à l'UGB. Déjà, un bébé, c'est très difficile. Alors, imaginez, si je dois en élever 4. Et l'hôpital a même dégagé une enveloppe pour les aider à acquérir des layettes pour les bébés et du lait, entre autres. Après, il y a eu un appel à la solidarité aussi, hein, et que certains ont répondu pour appuyer, pour accompagner aussi les bébés. Après avoir passé près d'1 mois à l'hôpital, Fat Bintou et ses bébés ont désormais la possibilité de rentrer chez eux, à Nombo, à 3 km de Richard Toll. Des réaménagements sont réalisés à la maison pour accueillir les tout nouveaux membres de la famille dans des conditions plus favorables. Voilà donc la famille qui s'agrandit avec la naissance de 4 bébés. La maman et les bébés se portent bien. Des dizaines d'enfants habillés en noir ou en blanc à l'église de Saint-Antoine de Padoue à Ziguinchor. C'est leur première communion. L'église a célébré hier également l'Ascension, qui est la montée de Jésus-Christ au ciel. 2 événements en un seul jour. Abdoulaye Sinkare. 40 jours après Pâques, les fidèles chrétiens fêtent la montée du Christ au ciel. C'est l'Ascension. C'est le jour où Jésus a été élevé au ciel. Donc Jésus qui est mort et qui est ressuscité, après est apparu pendant plusieurs fois à ses disciples, mais cette fois-ci, donc une fois au milieu de ses disciples, comme il nous l'avait dit, il l'avait promis, il a été élevé par Dieu au ciel. Donc ascension, c'est la montée. Donc c'est ça que nous fêtons aujourd'hui. C'est encore une victoire de la vie sur la mort. Dans le diocèse de Ziguinchor, ce jour est aussi l'occasion des premières communions. C'est ensemble que nous fêtons avec tout le monde. Partout là où tu vas, à Ziguinchor, dans le diocèse de Ziguinchor, c'est la même chose. On reçoit les enfants qui reçoivent pour la première fois le corps du Christ. L'Ascension revivifie la joie de Pâques. Pour les fidèles, ce jour rappelle forcément des souvenirs. En Casamance, généralement, on profite pour fêter les communions. Je me rappelle de ma première communion, c'était trop sérieux. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu qui m'a donné un enfant et qui m'a donné aussi vie jusqu'à ce que je fête aujourd'hui la communion de mon enfant. Ça me rappelle moi aussi le jour de ma première communion. C'est ce que je disais à ma nièce, Manoko. Toi, tu as dormi jusqu'à ce qu'on t'a réveillé. Nous, on ne dormait pas. Parce qu'on était pressés de nous habiller en blanc et de venir à la messe. Donc, ça a marqué une très grande joie à moi. À la cathédrale Saint-Antoine de Padoue, la messe a été présidée par l'abbé Oscar Manga, qui est revenu sur le sens de cette fête pour l'Église. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a célébré ses 100 ans de vie et d'évangélisation dans le département d'Oussouye. L'événement a réuni les fidèles de la paroisse et du diocèse de Ziguinchor autour du thème « Comme Sainte-Thérèse, croire, aimer et espérer ». Michel Mendy. C'est dans une église remplie de fidèles que la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus a célébré ses 100 ans d'existence et de sacerdoce dans le département d'Oussouye. Jour de gloire et d'action de grâce à Dieu pour les merveilles vécues durant ce siècle. Jésus-Christ a donc voulu dresser sa tente ici, parmi nous, il y a 100 ans, pour habiter avec nous et pour nous remplir ainsi de la plénitude de sa grâce. C'est pourquoi nous lui disons toute notre reconnaissance. Comme Sainte Thérèse, croire, aimer et espérer est le thème de cette célébration. Pour les organisateurs, l'événement est un succès qui résulte de plusieurs années de préparation. Vous voyez bien cette ambiance, c'est une ambiance de joie. Et pour le premier pasteur que je suis comme curé, je suis heureux de voir enfin arriver l'événement que nous avons préparé de manière très serrée pendant 3 ans.
Nous sommes joyeux parce que nous croyons également que la célébration d'un centenaire, c'est l'ouverture des portes vers un avenir meilleur. Un moment de joie, mais également un moment de fierté parce que nous sommes nés ici à Oussouye. Cette paroisse nous a couvés. Elle a encadré nos premiers pas dans la foi, dans la chrétienté et tout. Donc quand vous êtes témoin vivant de ces 100 ans d'existence, ça ne peut être qu'un double motif de joie, double également d'un motif de fierté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fondée par les missionnaires d'abord dans l'île de Caravane avant d'être transférée à Oussouye en 1927, la paroisse compte aujourd'hui des milliers de fidèles dans les différentes communautés ecclésiales de base. Face à une jeunesse en perte de valeur et de repères, des défis restent à relever pour porter haut le flambeau de l'Église. Un jeune peut devenir une grande personne. C'est l'enfant Jésus, qui est la sainte patronne, l'a prouvé. Je souhaite que par ces prières, nos jeunes soient imbus des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs religieuses, et qu'eux aussi deviennent des grands personnages dans la société et l'aident à se construire en vérité. Nous devons être fiers, nous battre pour maintenir très haut ce flambeau du christianisme et de l'Église ici au niveau du Kassa, mais faire en sorte aussi de devoir transmettre ça aux jeunes générations pour qu'elles fassent rayonner également la foi, le christianisme et le tout, et c'est ça qui est important, dans cet esprit de fraternité, de convivialité, de cohésion sociale qui a toujours fondé donc l'unité et la cohérence, l'harmonie entre les communautés ici au niveau du Kassa et du Sénégal par excellence. La célébration du centenaire est ponctuée par des activités culturelles et religieuses pendant 3 jours. Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux premiers chrétiens et catéchistes de la paroisse, une façon de les remercier pour services rendus à l'Église dans le département d'Oussouye. Actualité internationale au Tchad, le président Mohamed Idriss Déby a été élu avec un peu plus de 61% des suffrages. Des résultats publiés par la commission électorale. Succès Masra, son ancien premier ministre, conteste ces résultats qui doivent être validés par le Conseil constitutionnel. Seydina Lulfal. 3 ans après avoir pris le pouvoir, Mohamed Idriss Déby est à nouveau président du Tchad. Il a remporté l'élection présidentielle du 6 mai avec un peu plus de 61% des voix selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale. Ces décomptes doivent être encore validés par le Conseil constitutionnel. Ce scrutin devait marquer la fin d'une transition militaire de 3 ans. Âgé de 40 ans, Mohamed Idriss Déby a pris le pouvoir à la tête d'une junte lorsque son père a été tué au cours de combats avec des rebelles en avril 2021. La junte avait alors promis de rendre le pouvoir aux civils avant qu'un dialogue national inclusif et souverain tenu en 2022 ne prolonge de 18 mois la transition et autorise Mohamed Idriss Déby à briguer la magistrature suprême. Son opposant et Premier ministre Succès Masra, qui a obtenu plus de 18,5% des voix, conteste cette victoire. Aujourd'hui, beaucoup craignent qu'une crise politique ne provoque de nouvelles tensions dans le pays. Cependant, quelques heures après l'annonce de sa victoire, Mohamed Idriss Déby a déclaré qu'il est désormais le président de tous les Tchadiens. Une manière d'apaiser les esprits. Ce vendredi, aucune mobilisation n'était signalée dans la capitale, toujours sous étroite surveillance des forces armées. Sport Basket Africa League Ball, la phase retour a démarré hier avec une victoire de l'AS Douane devant le Nigerians Rivers Hoppers. Score 56-54, un match difficile et indécis jusqu'à la dernière seconde. Nous suivons le résumé avec Ibrahim Mboupa. L'action du match. Un buzzer beater de Mike Fofana au bout du suspense qui fait se lever toute une salle. La Dakar Arena est en ébullition. Un shoot victorieux, Mike Fofana est fou de joie. Il est félicité par des coéquipiers tout aussi contents. Une victoire qui cache cependant bien des lacunes. Un match vraiment époustouflant, pas pour les cardiaques en tout cas. Là, je retiens que la victoire, parce que 22 ballons perdus, c'est vraiment pathétique. Manque d'adresse criard, 4 sur 23. À 2 points, 19 sur 46. Il va falloir qu'on progresse malgré la victoire. Dans les 2 premiers cartons, l'AS Douane tient le match par le bon bout.
Adama Diakité, Abdoulaye Harouna et Madout Akek portent les siens et dominent la raquette. L'AS Douanes a une avance de 7 points à la mi-temps. Dans le troisième quart-temps, les Rivers Hoopers profitent des mauvais choix de l'adversaire pour scorer. Perry et compagnie inversent la tendance et devancent les douaniers d'1 point. Le dernier quart-temps est très serré. Harouna et Akek redonnent de l'espoir aux supporters. Les deux équipes sont à égalité alors qu'il reste 3 secondes et 9 dixièmes. Sur la dernière possession, l'Ivoirien Mike Fofana fait vibrer la Dakar Arena. Score final 56-54. L'AS Douanes se relance et inflige aux Rivers Hoopers leur première défaite dans la conférence Sahara. Et puis dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions. Nous allons à Toubacouta dans la région de Fatick avec le projet naturel. Site est lancé. Objectif faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Le projet ambitionne également de renforcer la résilience des populations. L'initiative est appuyée par l'ambassade du Canada au Sénégal. Les transformatrices du projet ont organisé également une exposition de produits locaux. Claire Diop. L'ultime objectif visé, l'adaptation au changement climatique accru des femmes et leurs communautés vulnérables des écosystèmes à mangroves, des aires marines protégées, des deltas du Saloum et de la Casamance. Le projet Delta est lancé. La stratégie globale d'intervention dévoilée. Toutes les parties prenantes ont pris part à la rencontre. L'état des lieux est fait. Les enjeux et facteurs bloquants évalués. Il est vrai que toutes les études qui ont porté sur l'impact des changements climatiques sur les ressources naturelles, mais également sur les humains, ont montré qu'aujourd'hui, l'une des solutions majeures est de développer des systèmes d'adaptation. Et ces systèmes d'adaptation, pour qu'ils soient durables, il faut qu'ils soient basés sur la nature. C'est la raison pour laquelle la contribution de l'UICN dans ce projet porte en grande partie sur la promotion des solutions fondées sur la nature, parce que c'est des solutions moins coûteuses et durables également. Les capacités des communautés renforcées pour promouvoir des solutions durables fondées sur la nature. Des partenaires au développement s'engagent également. C'est l'objectif poursuivi, bien entendu, c'est d'avoir de nombreux impacts positifs sur la préservation et la conservation de la mangrove. Et nous comptons y arriver en collaborant étroitement avec nos partenaires de mise en œuvre, avec les autorités locales, avec les APAC, avec les AMP et avec toutes les parties prenantes au projet. De la formation, montrer aux femmes, aux jeunes filles comment mieux cultiver les ressources de la mangrove sans nécessairement la détruire. On a aussi, il y a un volet économique, c'est comment aussi transformer les produits, comment les mettre sur le marché et comment apprendre à changer les habitudes. Tout à l'heure, on a entendu, c'est dur de changer les habitudes, surtout quand on est des adultes. Mais là, c'est important qu'on change nos habitudes. C'est important que les femmes qui sont aux premières loges de chercher du bois pour faire chauffer le souper changent leurs habitudes. On a vu ici avec Nebedaï des façons de faire qui sont tellement innovatrices. Là. Ces bûches-là à base de paille sont probablement une solution. Nature, elle, le projet vient diminuer la pression sur l'environnement tout en développant des chaînes de valeur respectueuses de la nature aussi, répondant aux besoins et intérêts stratégiques des communautés. Durée du projet 3 ans. Les femmes de Toubacouta ont pour l'occasion organisé une exposition de produits locaux et halieutiques transformés, tout un savoir-faire montré au grand public. Nous restons toujours avec la nature. Mont-Roland, terre d'agriculture, des fruits et légumes cultivés en abondance sur des hectares. Mont-Roland, c'est dans la région de Thiès. Cette récolte de qualité est destinée au marché local. Intérieur, plus de 2500 femmes et jeunes gagnent leur vie dans ces champs. Ils jouent un rôle important dans cette noble ambition de la souveraineté alimentaire. Ramatadem. Des cultures sur des hectares de terre à Mont-Roland. Des oignons à perte de vue, fraîchement récoltés pour le plus grand bonheur des familles. Des tomates cultivées, des mûres et des moins mûres,
une variété de légumes et fruits produits dans ce vaste champ. La terre de Mont-Roland répond bel et bien à l'appel des autorités, celui de l'autosuffisance alimentaire, des produits de qualité pour la population sénégalaise. Oui, c'est bien possible. Des produits qui n'envient en rien du tout ceux importés depuis d'autres continents. Une alimentation saine pour la santé des populations. Voilà ce que reflète la beauté de ces légumes. Le Sénégal importe l'oignon. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Parce que les autres pays sont arrivés à exporter parce qu'ils ont trouvé des solutions pour avoir le produit toute l'année dans leur pays. Et c'est possible techniquement, c'est possible. Et je n'arrête pas de le répéter, qu'on est dans un pays où il est possible de produire l'oignon toute l'année. Et donc, si tu produis l'oignon, tu produis la tomate, tu produis le piment, tu produis la carotte. Et nous avons fait des tests, nous avons appliqué, nous sommes capables d'avoir tout. Qu'est-ce qu'on importe aujourd'hui? On importe la carotte, on importe l'oignon, on importe 2 fois au mois d'octobre la tomate et le concombre. Bon, arrêtons. Ce sont les choses les plus simples à faire en agriculture. Mais il faudrait qu'il y ait une volonté, il faudrait qu'il y ait des techniques, il faudrait que les gens aillent vers la qualité. Et que le Sénégalais, il aime ce qui est beau et il doit être bien nourri. À cela s'ajoute la main-d'œuvre. Ce champ permet à des centaines de mères de famille et de jeunes de subvenir à leurs besoins. 2600 personnes y travaillent au quotidien. Au début, il fallait protéger les emplois de Mont-Roland, mais à un moment donné, les gens de Mont-Roland ne peuvent plus suffire pour faire le travail. Aujourd'hui, nous sommes à 2600 employés. Donc nous sommes obligés d'aller chercher ailleurs parce que c'est rare de trouver dans un village, 2 villages, 3 villages, 2000 personnes qui sont à l'âge de travailler et qui cherchent ce type de travail-là. Un véritable bonheur pour toutes ces femmes qui viennent de plusieurs horizons pour travailler. À soutenir ma famille. Il ne sert à rien de rester là à ne rien faire. Même si tu gagnes 100 ou 500 francs CFA, c'est toujours quelque chose. Quand tu travailles et que tu gagnes ton argent, tu as moins de problèmes et tu gères bien tes enfants. Je veux juste pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Travailler pour ne pas dépendre de nos maris. C'est ce que nous faisons tout le temps. Travailler au champ en toute saison est plus que bénéfique pour nous. En ces temps qui courent, il faut que les femmes soutiennent les pères de famille. Surtout, à bien s'occuper de nos enfants et petits-enfants. De braves femmes qui disent toutes se lever à 4 heures du matin pour aller travailler dans les champs et souvent arriver tard chez elles, vers 20h, voire 22h, car elles viennent de localités lointaines. Elles quittent tous les jours Louga, Kébémer, Ngaye, entre autres, pour travailler la terre et de subvenir à leurs besoins. De belles récoltes tout au long de l'année, Mont-Roland, par ses terres, prouve que l'autosuffisance alimentaire peut bel et bien être une réalité dans ce pays. Car les terres sont là, riches, et les populations engagées plus que jamais à participer au développement de l'agriculture, un levier important dans la croissance économique.